Salut tout le monde, c'est Justice et je vous présente ici en une quinzaine de minutes une vidéo focus héros sur Kojo de la faction Bravos. L'intérêt de Kojo, c'est son compagnon Bouddha qui va apporter des statistiques sur une des expéditions une fois tous les 2 tours. Ça va être du coup très intéressant en début de partie et donc on va essayer avec ce héros de gagner le plus rapidement possible. L'objectif de cette vidéo, c'est de voir les cartes qui me semblent les plus intéressantes à jouer avec ce héros, ceux qu'on va pouvoir mettre plutôt en commune, en rare, en combien d'exemplaires, et on s'intéressera aux uniques et à leurs effets qui iront bien synergiser avec ce héros. Kojo, donc, c'est un héros qu'on va vouloir jouer assez agressif généralement. On veut, grâce à Bouddha, pouvoir prendre l'avantage en venant prendre du coup 2 expéditions sur le premier ou le deuxième tour. Et après, il va juste falloir conserver son avance par rapport à son adversaire sur les expéditions avant de manquer de ressources ou avant que l'adversaire n'ait un deck où sur la fin de partie il soit plus fort que nous. Donc on est un peu sur une course contre la montre avec des expéditions qu'on veut vouloir prendre avec beaucoup de statistiques et on va devoir dépenser du coup relativement beaucoup de mana, donc c'est un deck qui va s'épuiser relativement rapidement. On va donc vouloir avoir potentiellement un peu de ravitaillement ou un peu de pioche, ou à la rigueur quelques cartes qui permettent de perdre Fugace, afin d'éviter d'arriver trop vite avec un manque de ressources et donc de ne pas pouvoir terminer la partie à cause de cet épuisement. Au niveau de ce fichier, donc sur la première ligne, on va voir les cartes qui vont très bien aller en commune et sur une seconde ligne, celles qu'on mettra plutôt dans une version rare. Au niveau des permanents, le premier permanent utile, c'est le Havre, une des meilleures cartes du jeu à l'heure actuelle. Sur sa version du coup en Bravos, on est sur une carte qui nous coûte 2, qui permet de ravitailler quand on la pose et qui permet du coup d'aller jouer nos personnages de la réserve avec un boost supplémentaire. C'est une carte très forte, on pourra utilement aller la jouer jusqu'à 3 exemplaires. On n'est pas obligé de la jouer forcément dans un deck Kojo et Bouddha. On peut orienter son deck avec plus un axe où on va jouer les cartes depuis la main, mais je pense que dans la majorité des choix qu'on peut faire, on peut inclure 2 à 3 exemplaires de cette carte. Le cylindre de Kélon est une carte intéressante puisqu'elle ne coûte pas cher. Elle peut être mise du coup dans la zone de permanence sur le premier ou le deuxième tour et elle va nous permettre du coup à chaque tour suivant d'aller potentiellement venir booster nos personnages. Donc ça va être bien sur le début de partie de venir booster quand on en a besoin pour aller prendre une expédition. On est sur une faction où vu qu'on est on est sur un héros où vu qu'on veut gagner le plus rapidement possible, on va plutôt chercher à faire des égalités. Même si l'adversaire va gagner une expédition, si on la gagne, nous aussi, ça nous avantage, puisqu'on va aller plus rapidement vers la fin de la partie. C'est donc une carte qu'on aimera mettre en quelques exemplaires. Il ne faut pas que ça vienne ralentir le deck. Du coup, on évitera de la mettre en 3 exemplaires. On va la jouer vraiment si on est sur l'un des premiers tours de jeu et qu'on arrive quand même à prendre nos expéditions. Du coup, 1 à 2 exemplaires maximum me semble une bonne option. On peut aussi le jouer sans, bien entendu, si on préfère se concentrer sur plus de personnages. La fonderie est un troisième permanent qui peut être utile. On est sur une typologie différente. On peut construire un deck fonderie avec Kojo sans trop de soucis. On sera du coup moins agressif, mais on pourra durer un peu plus dans le temps. Si on joue un deck fonderie, on peut l'orienter du coup avec beaucoup de personnages qui ont des effets de réserve. Logiquement, on le joue avec le Havre, comme ça on a vraiment des cartes très fortes quand elles sont jouées. Et si on joue la fonderie, on veut la jouer soit le premier tour du jeu, soit le deuxième. Si on pioche trop tard, je pense que ce sera pas du tout efficace avec ce type de deck. Donc c'est une carte qu'on va plutôt mettre en 1 ou 2 exemplaires pour ne pas l'avoir en main plus tard et pouvoir la défausser facilement en mana si elle vient dans notre pioche.
Au niveau des sorts qu'on va pouvoir croiser dans la faction, on va avoir ces 3 sorts ici qui vont être intéressants. Main tendue, puisque ça coûte pas cher et ça permet du coup d'enlever Fugace et de donner 2 boosts. Donc ça met un petit coup de fouet à une attaque. Ça permet pour un d'aller finir finalement notre tour en venant voler une expédition. Et en plus de ça, ça fait perdre Fugace, donc ça garde un personnage qui potentiellement a un effet fort de la réserve ou avec le Havre qui serait en tout cas plus intéressant à jouer depuis la réserve. L'entraînement physique et tapis sont intéressants tous les deux, ils vont venir nous booster. À choisir, je dirais que l'entraînement physique est plus intéressant en version rare puisqu'il nous permet de piocher une carte. Donc vu qu'on a dit qu'on perd un petit peu d'avantage en termes de cartes avec ce deck, il nous permet de limiter un petit peu ce défaut. Tapis potentiellement peut nous donner, avec un peu de chance, une grosse avance si on veut parier un petit peu sur les dés. On peut mettre ces cartes en 3 exemplaires, que ce soit main tendue, entraînement physique ou tapis. On n'est pas obligé de mettre à la fois entraînement physique et tapis en fonction de ce qu'on souhaite. Mais voilà, c'est des cartes qu'on va pouvoir jouer utilement sur des cartes qu'on peut ancrer. Il y en a quelques-unes, c'est pas la majorité du deck. On peut aimer les mettre sur des cartes qui sont gigantesques. On en a aussi quelques-unes qui sont intéressantes. Et de la même façon, ce sont des cartes qui vont nous permettre de venir apporter des gros boosts et donc de potentiellement aller prendre une expédition et donc vraiment être dans le côté agressif, aller prendre un maximum d'expéditions dès le début ou la moitié de partie. Pour rester sur les sorts, on va parler un petit peu des sorts de contrôle qui sont disponibles sur le deck, et principalement deux qui me semblent intéressants. Au niveau des communes, on a Intimidation, qui est pas mal puisque ça coûte seulement 2, et ça permet du coup de renvoyer un permanent ou un personnage qui coûte 4 ou moins dans la main du propriétaire. Donc c'est très efficace en fin de partie, on peut finir une partie comme ça en allant renvoyer quelqu'un qui nous embêterait. On peut le mettre en 3 exemplaires, c'est de la commune, ça coûte que 2 et ça peut potentiellement embêter l'adversaire même en cours de partie si c'est rudement bien joué. Ensuite, on a d'autres cartes qui peuvent être intéressantes. On s'intéressera à celles qui ne coûtent que 2 et celle que je préfère, moi, c'est plutôt Meunier Tudor puisque ça permet de gagner endormi. Endormi, même chose, si on la joue sur une fin de partie, on endort les personnages et donc les statistiques ne compteront pas et donc ça nous permet potentiellement d'aller prendre les 2 dernières expéditions et de finir la partie comme ça rapidement. Ça nous permet aussi d'avoir le choix, si je la pioche un peu plus tôt, d'aller endormir un de mes personnages. Si jamais je suis sur une expédition que je sais perdue d'avance, ça me permet de garder potentiellement du coup une carte très forte sur le terrain et donc de facilement avoir mon prochain tour. Faut pas oublier que du coup avec Bouddha, on va avoir un tour fort et un tour plus faible. Si sur le tour fort, j'ai beaucoup plus de statistiques que nécessaire, je peux logiquement aller endormir une carte pour que pendant mon tour faible, j'ai suffisamment de stats pour aller quand même agresser un peu mon adversaire. Et dernière carte, on n'est pas sur un sort, mais on a un effet avec Dorothy qui est très puissant, qui permet d'envoyer un personnage en réserve tout en mettant un minimum de stats. Donc je pense que c'est une carte qu'on peut inclure dans ce deck. Je pense que du coup, Intimidation, on la mettra en 2 voire 3 exemplaires. Meunier Tudor, on peut le mettre à mon avis aussi jusqu'à 3 exemplaires. Dorothy, on évitera de la mettre en trop d'exemplaires car on ne veut pas la piocher trop tôt et ça restera assez situationnel. Donc je limiterai plutôt à 1 ou 2 exemplaires. Au niveau des personnages maintenant qu'on va vouloir mettre dans le deck, donc on en a pas mal, on va regarder déjà les personnages qui coûtent peu cher et il va falloir plutôt trier et faire un choix puisque du coup on est sur un deck où on ne va pas vouloir jouer trop de cartes. On veut mettre un maximum de statistiques rapidement, mais du coup si on met beaucoup de cartes et qu'on manque derrière un peu de ravitaillement et de pioche, on va s'épuiser trop vite et du coup on ne pourra pas finir à temps. Du coup il y aura un équilibre à faire avec du coup soit des cartes qui vont perdre Fugace, comme je le disais, soit piocher, soit ravitailler, pour avoir voilà un équilibre avec le nombre de cartes qu'on va mettre à coup 1 ou 2 depuis la main ou la réserve. Dans ces cartes qui semblent intéressantes, on a déjà le Ratatosque, puisque pour un coup de 1, c'est toujours intéressant, ça peut être joué le premier tour pour aller chercher du coup facilement
une expédition. Si on le joue sur une fonderie, on aura d'autant plus intérêt à aller jouer la rare. Si on a la place, dans tous les cas, je pense que la rare est intéressante puisque elle nous fait une créature quand même pas mal boostée et qui peut aller facilement prendre une expédition, ne serait-ce que lui tout seul. C'est une carte qu'on peut mettre en 2 ou 3 exemplaires sans grande difficulté. L'intérêt de la commune, c'est qu'on va vouloir mettre beaucoup de rares et là on reste sur une commune qui est quand même très intéressante. La danseuse de l'âme Bravos va être intéressante dans sa version rare. Pourquoi? Parce qu'elle va perdre Fugace si elle n'a pas trop de boost. Donc on va pouvoir la jouer plusieurs fois avant qu'elle ne gagne son Fugace. Le petit Jean va être intéressant si on le joue dans sa version rare puisqu'il ne coûtera que 1. Enfin, dernière carte qui peut être intéressante, c'est le récupérateur Axiome. Je pense moins intéressante que les 3 premières qu'on a vues. Son intérêt, ça va être si on joue Fonderie, elle sera assez intéressante et on pourra la jouer du coup en 3 exemplaires. Ensuite, on a évidemment quelques cartes à 2. Il faudra choisir un petit peu ce qu'on met dedans. On a beaucoup de choix. La première carte intéressante, ça va être la traceuse Bravos, puisque même si elle a Fugace, elle va donner un impact. Le tour va être joué, notamment si on la joue dans sa version rare, où elle pourra aller prendre facilement une expédition. Donc ça peut prendre l'avantage en début de partie, et ça peut efficacement finir aussi la partie, le tour où ça va être joué pour seulement 2 manas. On peut la mettre quand même dans sa version commune, même si je pense que la rare sera quand même beaucoup plus efficace. L'armurière de la fonderie sera utile, elle met pour le coup des stats équilibrées, mais elle rajoute un jeton scarabée quand elle va être jouée de la réserve. Donc là encore, si on oriente le deck avec un peu de ravitaillement et si on joue une fonderie, c'est une carte à inclure, sinon absolument pas nécessaire dans le deck. La Kitsune est aussi une carte qui nous permet de récupérer un certain potentiel en nombre de cartes avec son effet de pioche. On la mettra en 1 ou 2 exemplaires maximum. Absolument pas nécessaire, mais voilà, en fonction de la répartition des statistiques qu'on a sur nos cartes, en fonction de si on a beaucoup ou peu de montagnes, on peut l'ajouter dans son deck pour augmenter un petit peu le nombre de cartes qu'on va pouvoir piocher. La Dame du Lac va être intéressant pour aller prendre une expédition sur l'eau. On pourra la mettre en 1 ou 2 exemplaires. Son intérêt aussi, c'est son effet de soutien puisqu'elle permet de faire perdre Fugace au prochain personnage joué. Donc c'est pour ça qu'on peut la mettre en 2 exemplaires grâce à son effet Fugace qui permet de l'utiliser même si on n'a plus besoin de ses statistiques. Enfin, la navigatrice Lyra, même chose, on a un pic du coup sur l'océan. Là, on n'a pas d'effet, donc pour le coup, on va plutôt la limiter en un exemplaire si on va la jouer dans le deck. On continue avec quelques personnages qui sont plutôt puissants. Donc pour un coup de 2, on a l'aspirant de Havre qui va pour le coup, lui, avoir un pic sur la forêt. Quand on va le jouer de la réserve, il sera aussi puissant parce qu'il va gagner 2 boosts. Encore une fois, si on a un Havre, si on a une fonderie, ce sera une carte d'autant plus forte. La guerrière de Havre sera intéressante dans tous les decks. Elle a des statistiques qui sont bonnes avec ses 2x4, là en forêt, en océan pour un coût de 3. Elle peut être intéressante aussi dans sa version rare, mais je pense que déjà sur une version commune, si on répartit bien ses statistiques entre ces cartes, ça peut suffire. Les 3 petits cochons, c'est plutôt équilibré. Si on joue un minimum de repères, elle a sa place dans le deck. On peut la mettre en 2, même 3 exemplaires. Ça nous donnera une 4-4-4 pour 3, ce qui est très agressif. Évidemment, si on ne joue pas de repères, on va absolument pas jouer cette carte. L'avant-garde Bravos, quant à elle, va plutôt être intéressante pour aller faire perdre Fugace à un personnage. Et ça, du coup, on l'a dit, c'est intéressant pour conserver nos personnages qui ont un gros potentiel. Voilà, si on a par exemple une guerrière de Havre ou des 3 petits cochons qui vont avoir des statistiques qui sont intéressantes pour leur coup, ça peut être intéressant de les jouer plusieurs fois du coup depuis la réserve. On peut vouloir utiliser les effets de réserve efficaces comme le ravitaillement ou comme des boosts qui sont très intéressants. Le Sun Wukong, de la même façon, va perdre Fugace, donc il sera intéressant dans le deck. Il nous met un beau pic en montagne, donc ça permet un bel équilibre avec la guerrière du Havre notamment. Et du coup, de la réserve, il va nous donner 4-6-4 pour un coup de 4, ce qui est très bon, et il va perdre Fugace. Donc si je le joue dans sa version rare, j'ai pas forcément besoin d'aller le jouer en 3 exemplaires, et je vais pouvoir aller mettre d'autres rares.
Je peux le mettre en commun si je veux être un peu plus impactant sur certains tours. Je pourrais le mettre dans ce cas-là jusqu'à 3 exemplaires à la rigueur. Ensuite, si on veut combiner un petit peu la stratégie avec d'autres types de cartes, on va avoir l'ancrage. L'ancrage, c'est intéressant puisqu'on va avoir des personnages du coup qui ont des statistiques qui sont plutôt élevées. Et donc, avec Parvati, on va pouvoir l'ancrer. Donc des statistiques élevées plus potentiellement quelques boosts obtenus avec l'entraînement physique ou avec le tapis, ça nous fait une carte très forte. Donc si on arrive à l'ancrer grâce à Parvati ou grâce au chapelier, si on l'a joué avec son effet de soutien, on aura quand même quelque chose de très embêtant pour l'adversaire sur notre terrain. Drakaena peut être utile aussi puisqu'elle permet d'être ancrée et donc c'est une carte qui va vouloir être jouée avec des boosts tels qu'entraînement physique ou tels que tapis. Le puissant Djinn est une possibilité dans notre deck, mais plutôt dans sa version rare si on le met, tout simplement parce qu'elle va nous permettre de piocher une carte. Donc ça limitera un petit peu l'effet d'épuisement du deck. Vu que c'est un deck où on va mettre beaucoup de statistiques, il va falloir se protéger un petit peu. On a vu qu'il y avait un petit peu de contrôle avec les cartes du coup sort dont on a discuté tout à l'heure. Il va falloir avoir un petit peu de contrôle avec du sabotage. Pourquoi? Parce qu'on ne veut absolument pas voir revenir des cartes qui vont avoir des effets de défausse quand elles vont être jouées de la réserve ou des effets qui vont venir un petit peu bloquer, endormir nos personnages. Le Tanuki est intéressant parce qu'il a des stats assez élevées. La videuse Bravos va avoir des stats un petit peu plus faibles, mais elle va être plus forte de la réserve. Donc si on joue plus avec la réserve, on va préférer la mettre. Évidemment, si on la joue avec une fonderie, on va aimer mettre même la videuse Bravos dans sa version rare, qui sera pour le coup très puissante aussi lorsqu'elle sera jouée depuis la main. Et enfin, on a l'Espionnordis de la même façon, qui peut être joué depuis la main avec la fonderie, avec un effet qui est quand même relativement fort. Donc on pourra choisir un petit peu ce qu'on préfère jouer. On va être un petit peu sur le même type de puissance. On préférera la videuse Bravos sûrement à choisir en face de l'Espionnordis. Maintenant, si on veut mettre beaucoup de sabotage, on peut aller le doubler, notamment si on joue fonderie avec l'Espionnordis. On arrive enfin aux personnages qui sont les plus costauds. On va peut-être les limiter, on ne voudra pas les piocher forcément trop tôt. Donc on sera sur un voire deux exemplaires de chacune de ces cartes. On est là encore pas obligé de mettre évidemment toutes ces cartes. On va même éviter de mettre toutes ces cartes. On va choisir un peu en fonction de ce qu'on veut faire. Le Achille, il va nous permettre de mettre des grosses statistiques pour aller embêter notre adversaire. Euh, il va être efficace avec son Corias 2 puisque l'adversaire va pas trop vouloir le gérer. Du coup, il sera utile sur un milieu de partie où je vais aller jouer plutôt une à deux cartes pendant mon tour pour aller juste faire un équilibre et faire une égalité. Donc je le mettrai du coup plutôt en deux exemplaires pour ni le piocher trop tôt ni forcément trop tard. Atlas est intéressant avec son état gigantesque, de même que le fils d'Yggdrasil. Si je mets du coup les cartes sorts qui me permettent de les booster, attention, c'est des cartes qui vont être facilement ciblées par l'adversaire et je veux pas en avoir forcément trop dans mon deck puisque je vais pas vouloir le jouer deux fois de suite. Idéalement, je dirais, je mets une de chaque dans mon deck et puis comme ça, je peux choisir de la mettre en mana si c'est pas le bon moment pour l'utiliser ou alors l'utiliser si je peux aller efficacement finir une partie là-dessus. De la même façon, Shenlong, Asmodée vont nous donner un peu la même chose, des grosses statistiques probablement sur une fin de partie avec un coup à 6. Shenlong, je peux le mettre du coup en un exemplaire, peut-être même deux, c'est très efficace pour terminer la partie. En plus de ça, il a son Corias 1. Asmodée, je le mettrai peut-être pas. Maintenant, si vous voulez jouer un peu plus de personnages forts, on peut aller potentiellement le mettre. Il peut gagner en cré. Du coup, si on veut lui mettre aussi quelques boosts, ça peut être potentiellement intéressant. Maintenant, au niveau des uniques qui vont nous intéresser, on a plusieurs possibilités. La première, c'est tout simplement d'aller mettre une unique qui coûte pas cher et qui ramène beaucoup de statistiques.
En fonction de l'orientation de son deck, on peut aussi ajuster ses uniques. Évidemment, si on joue un deck fonderie et qu'on a des uniques avec des effets, du coup, depuis la réserve qui sont forts, ça va être d'autant plus fort dans le deck. On peut aussi imaginer des effets qui nous donnent, tout comme le Havre, le même effet de boost depuis la réserve à d'autres personnages. Et ensuite, tout ce qu'on va pouvoir synergiser de la même façon, soit avec du gigantesque, soit en donnant des boosts, soit en venant saboter ou défausser un petit peu les cartes de l'adversaire, et enfin, idéalement, des petits effets coriaces, puisque ça va être des créatures qui vont donc potentiellement avoir beaucoup de statistiques sur le terrain, qu'on aime garder, qu'on ne veut pas voir défausser. Et donc, voilà, avoir un petit effet coriace 1 ou coriace 2, ça permet quand même d'éviter que l'adversaire ne nous gère notre unique, ou potentiellement, en tout cas, qu'il utilise beaucoup de ressources pour le faire. Voilà donc pour Kojo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Si vous êtes intéressé par d'autres héros, que ce soit de la faction ou d'autres, je vous invite à aller voir mes autres vidéos qui sont en cours sur la chaîne. Et si vous êtes intéressé pour plus de synergie entre les cartes, pour comprendre un petit peu leurs effets, je vous invite à aller voir aussi les autres vidéos à ce sujet. En attendant, il me reste à vous souhaiter un bon jeu, de belles parties, et je vous dis à très bientôt.